Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, au Grand Palais éphémère, et nous sommes à l'occasion du Forum Bois Construction. Ce matin, nous allons parler de Notre-Dame et nous allons parler de la maquette de Notre-Dame qui a été réalisée en collaboration avec l'école de Chaillot, les Compagnons du Devoir et les architectes, mais vous allez me le dire un peu plus parce que j'ai mal noté. Pour en parler avec moi, Monsieur François Auger, bonjour. Bonjour. Alors vous-même, vous êtes compagnon charpentier et vous êtes architecte du patrimoine. Oui, c'est ça. C'est ça. En face, à côté de vous, Monsieur Arthur Cordelier, bonjour. Bonjour. Compagnon charpentier également. Tout à fait. Et c'est vous qui avez coordonné ce projet de maquette de Notre-Dame. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand j'ai présenté, j'ai oublié un des acteurs. Rappelez-moi déjà les acteurs, ceux qui ont participé à cette maquette. En fait, les acteurs, c'était les Compagnons du Devoir qui ont porté le projet. On a associé donc les élèves de l'école de Chaillot. Et il y avait une troisième entité, c'était les architectes en chef des monuments historiques et les architectes du patrimoine. Parce qu'ils avaient fait au préalable ces fameux relevés providentiels qui nous ont permis d'avoir tous les éléments pour faire ces maquettes. Voilà. Relevés providentiels qui ont été réalisés en 2015, c'est ça? Voilà, en 2015, en fait, c'est deux jeunes architectes, Rémi Fromont, qui est aujourd'hui à CMH à Notre-Dame, architecte en chef du monument historique à Notre-Dame, et Cédric Tranceau, qui est architecte du patrimoine, aussi à travailler sur Notre-Dame. Donc, eux, quand ils étaient à l'école de Chaillot, ils ont eu à faire, dans le cadre de leur mise en situation professionnelle, les relevés des charpentes de Notre-Dame de Paris. Donc, c'était un exercice dans le cadre de cette école de Chaillot. Ils ont fait tous les relevés de la nef et du chœur, très détaillés, avec voilà. tout un tas d'informations. Ce qui n'existait pas avant. Ce qui n'existait pas avant. Et ça, c'était vraiment providentiel, parce que si ça n'avait pas été fait avant, on n'aurait pas eu suffisamment d'éléments pour restituer en maquette ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui est présenté aujourd'hui. Avant de parler de la manière dont ça a été fait, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la genèse du projet, pourquoi cette maquette, et puis ensuite, comment vous avez agrégé tout le monde autour de ce projet. Bourguignon, enfin voilà, nos compagnons, le Bourguignon et le Gâtinais, en tout cas Arthur et moi-même, on a fait partie du comité de pilotage des compagnons charpentiers du Devoir. Et suite à l'incendie, de toute façon, on avait déjà une réunion de programmée un samedi matin, je me souviens. On avait un ordre du jour, mais évidemment, face à ce triste événement, l'ordre du jour, il a été un peu chamboulé. Et en fait, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire à notre niveau par rapport à cette charpente disparue en moins de 2 heures. Et je te laisse poursuivre. Allez-y. Donc, en effet, le but, c'était avant tout un travail de mémoire, parce qu'on a perdu quelque chose ce jour-là et on avait beaucoup sur le cœur, nous, charpentiers, de cette charpente mythique qui aussi était un pignon sur rue de la profession. C'est une réalité qui a traversé les âges. Et donc, les compagnons charpentiers se sont mobilisés pour trouver un équilibre entre le message réel à faire passer, la formation, le cœur de ce qu'on fait chez les Compagnons du Devoir, et évidemment ce devoir de mémoire qu'ont les compagnons charpentiers envers cette charpente qui a été moult fois modifiée, améliorée, etc. au fil des années, mais qui est restée fidèle à elle-même. Voilà, donc dès le début, vous êtes parti avec le projet est né tout de suite. Disons qu'au départ, c'était un projet qui se contentait, entre guillemets, de réaliser une maquette, celle qui est présentée là, juste au 20e. Et comme au final, Arthur a fait appel à l'ensemble du Tour de France, quels étaient les jeunes qui étaient intéressés pour participer à ce projet. Et au final, 15 se sont présentés. Et c'est là où le projet initial de la maquette du 20e se sont venus se greffer d'autres maquettes au 10e pour voir d'autres niveaux de détail. Et sont intervenus aussi les architectes pour pouvoir orienter ces niveaux de détail et que ce ne soit pas un détail pour un détail, mais qui puisse alimenter les réflexions de tout un chacun. D'accord, donc on a la maquette, plus des détails de la maquette au 20e, c'est ça? Tout à fait. Et des détails qui sont un peu plus costauds, on va dire. En fait, on a un ensemble, et autour de cet ensemble, on a sélectionné des endroits, donc des changements de système constructif ou des détails importants à montrer par leur conception, et on s'en est servi, on les a exportés en fait aux 4 coins de l'exposition et qui font le lien avec des tours d'affichage, avec de la réalité augmentée, etc. pour contenter aussi toutes les approches, parce qu'on était une trentaine autour de ce développement projet, et c'était très important que tout le monde puisse y trouver sa place.
Et donc, en fait, l'échelle, c'est du 20e où on a un ensemble pour voir l'évolution, comment les charpentiers au XIIIe siècle se sont remis en question à chaque fois qu'ils ont élaboré les premières fermes de la nef. Donc, toujours une remise en question pour faire évoluer le système. Et après, des maquettes au 10e, c'est pour voir les complexités, notamment de l'abside, des fermes de transition, parce que Viollet-le-Duc et son charpentier Bellu, quand ils sont venus implanter leur charpente du 19e siècle, il y avait toute une observation, une analyse. Enfin, on ne pourra pas en parler en peu de temps, mais... Si, voilà. Allez-y, vous en avez, il nous reste un peu de temps, on y va. Et puis il y a aussi ça va jusqu'aux assemblages, en fait, parce que les assemblages, ça paraît peut-être anodin, mais au final, quand on regarde, l'assemblage, c'est l'élément qui permet à plusieurs éléments de bois de se rassembler. Et dans le simple sujet de l'assemblage, il y a tout un historique, une évolution et des fonctions différentes à venir rejoindre des éléments de bois en 2D, en 3D, des assemblages d'origine, de réparation. En fait, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les assemblages. Voilà. Des assemblages qui ont évolué avec le temps et en fonction des besoins. Si on réparait, on faisait différemment. Il y avait tout un... Et ça, vous avez pu le voir, le marquer et le représenter. En effet, et grâce aux travaux qu'avaient fait Cédric et Rémi à l'époque, on a une très grande précision au niveau de la reproduction de chaque élément. Donc on n'a pas fait bêtement le même élément, on a vraiment reproduit les déformations, le travail du temps et aussi le travail de reprise. Et c'est pour ça qu'on voit ces deux essences qui communiquent, le noyer et le chêne, pour montrer la charpente médiévale et la charpente du 19e siècle, donc de la plus grosse campagne de réparation, Viollet-le-Duc et Monsieur Lassus. Pour ceux qui ne sauraient pas, on a du noyer et du chêne. Le noyer, c'est quand? Et le chêne, c'est à quel moment et pour quelle partie? Alors, le chêne, c'est pour la partie médiévale. Et le noyer, c'est pour la partie qui a été rénovée donc, au 19e siècle. Alors, il y a eu effectivement des interventions qui sont arrivées entre ces deux périodes. Mais pour faciliter la lecture, on a mis du noyer juste sur l'intervention 19e, en fait. Parce qu'il y a eu des interventions entre-temps sur la nef et le chœur, comme sur la plupart des charpentes, à défaut d'entretien de couverture. Et il y a déjà eu des ajouts qui se sont faits entre deux. Tout à fait. Mais on a un vrai système constructif qui se différencie. Le médiéval, là où on va être sur un système de forme en ferme, et la charpente du 19e siècle sur un système de ferme et panne qui est apparu seulement au 16e. Donc le but, c'était vraiment de montrer cette transition. De montrer l'évolution et de montrer la transition entre les deux. Et la communication entre ces deux systèmes. Même chose. Expliquez-nous une petite explication technique pour les personnes qui ne savent pas. Alors, la charpente à forme en ferme, c'est un système constructif, en l'occurrence, avec deux éléments porteurs, entre lesquels on va avoir des éléments simplifiés qu'on appellera des chevrons forme en ferme, donc une ferme, des chevrons forme en ferme qui vont être une distance environ d'une 50aine de centimètres. Le système de ferme et panne, on va avoir des éléments porteurs, mais on va avoir des éléments longitudinaux qui vont venir reprendre en fait nos éléments chevrons. Donc on va consommer beaucoup moins de bois, on va pouvoir avoir des portées un peu plus importantes, et c'est une charpente qui est beaucoup plus aérée, mais qui nécessite des connecteurs métalliques, etc. Au XIIIe siècle, ça n'existait pas. Qu'on n'avait pas à cette époque-là. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici sur l'exposition. Par rapport à ces différents modes de charpente, de construction de charpente, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous? Parce que vous avez la double casquette d'architecte et de compagnon. En fait, ce qui est intéressant, encore une fois, moi ce que je dis toujours, c'est qu'au XIIIe siècle, l'ouvrier commençait comme apprenti tailleur de pierre, charpentier ou maître maçon, et après, au fil du temps, certains d'entre eux finissaient architectes de cathédrale. Pas tous, mais voilà. Donc, et puis après, l'intérêt, c'était d'associer effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'architecte et le charpentier, justement pour retrouver cette complémentarité. Et ce que je veux dire, c'est qu'au travers des maquettes, quand les jeunes ont fait leurs maquettes et les ont montées, par exemple, quand on s'est posé la question sur les hypothèses de levage, c'est un exemple, et ben, naturellement, le jeune futur compagnon charpentier a expérimenté la façon dont il allait pouvoir assembler sa maquette. Et quelque part, sciemment ou inconsciemment, avec les architectes du patrimoine, il y a eu un échange. Et parce qu'il y a eu le geste par la maquette qui permet de comprendre beaucoup de choses. Et les architectes de l'école de Chaillot qui sont venus, avec cet échange, apporter aussi, par leur expérience, la complémentarité de cette réflexion et de comprendre petit à petit comment les choses ont pu se faire.
Et cette association architecte et charpentier, c'est très certainement ce qui a dû se passer entre Viollet-le-Duc et son charpentier, parce que quand on étudie un peu la flèche, c'est sûr que c'est une entente entre son charpentier et son entre les architecte. deux. Ah oui, C'est intéressant. Le charpentier, comme l'architecte, travaille sur maquette. Il a besoin de visualiser son travail avant. Alors, aujourd'hui, moins évidemment, parce qu'on va tendre à la DAO, etc. Mais c'est ni plus ni moins que de la maquette. On reste dans cette conception-là. Pourquoi ? Parce qu'un charpentier, c'est quelqu'un qui fait du hors-site. Il va vouloir se simplifier la vie. Il va vouloir travailler confortablement sur une dalle, tailler, assembler, vérifier. Et une fois que tout est OK, il va partir sur site pour mettre en œuvre. Et c'est pour ça que les interventions sont éclairées. C'est organisé. C'est ce cloisonnement qu'on a voulu aussi faire en faisant travailler plusieurs sites aux quatre coins de la France et en responsabilisant les jeunes et les architectes dans une même dynamique qu'une mise en situation professionnelle dans laquelle ils vont vivre demain, clairement. Et en fait, moi, ce que j'aime à dire aussi, parce qu'on essaie des fois de séparer le manuel de l'intellectuel, et que depuis le Moyen-Âge, preuve en est sur ces fameuses fermes, l'activité manuelle nourrit l'activité intellectuelle, et l'activité intellectuelle nourrit l'activité manuelle. Ça ne peut pas se séparer. Et que ce soit chez les charpentiers ou chez les architectes, ça se nourrit, quoi, voilà. C'est une leçon pour aujourd'hui, en fait. Et puis, et d'ajouter aussi, c'est que le patrimoine matériel n'a le droit d'exister que par le patrimoine immatériel que sont les savoir-faire. Et ça, en fait, c'est jamais mis en avant. Effectivement, en premier lieu, on parle du monument historique, du patrimoine matériel, celui qu'on voit. Mais il faut être capable de comprendre juste derrière tout de suite qu'il a le droit d'exister que parce qu'il y a une retransmission de patrimoine immatériel. Sinon, rien ne se fait. Voilà. Alors on va parler justement de la manière dont vous avez transmis ce patrimoine immatériel aux jeunes avec qui vous avez travaillé sur ces maquettes. Très rapidement, parce que le temps passe, comment ça s'est passé ? Comment vous avez organisé, comment vous avez coordonné la réalisation de cette maquette ? Donc au mois d'août, appel à projet. On trouve les jeunes qui avaient envie de participer au projet. On essaye de les rassembler dans certaines villes pour, par exemple, la construction de la nef, du chœur, etc. Au mois de septembre, séminaire de lancement le 7 septembre d'ailleurs, avec l'école de Chaillot, à l'école de Chaillot, explication de l'ensemble du projet, présentation des acteurs, des référents techniques, échange entre les Chaillotins et donc les jeunes chez les Compagnons du Devoir. Phase d'études jusqu'au mois de décembre. Entre-temps, on a jugé nécessaire de faire une formation spécifique pour les mettre en jambes. C'est-à-dire qu'on a fait des visites autant à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Alors ça, j'invite beaucoup de gens à aller voir cette médiathèque de l'architecture et du patrimoine, parce que là, ils nous ont accueillis et ils nous ont sortis qui se trouve où ? À Charenton-le-Pont. Et en fait, là, sont archivés tous les monuments historiques avec tous les plans des différentes interventions de campagne de travaux. Et les gens nous ont reçu les compagnons et les Chaillotins, ont sorti les planches d'origine de Viollet-le-Duc qui ont servi au concours. Dans cette médiathèque, on a revu les plans j'ai des frissons dans le dos, des charpentiers qui ont fait la flèche avec tous les marques de charpente, etc. Donc c'est grâce à cette ressource aussi. Voilà. Et donc, vous avez pu travailler aussi. Voilà. Et donc, dans cette formation spécifique, on est allé au Musée des Monuments Français pour voir l'exposition Hommage à Notre-Dame, avec un compagnon qui est notre encyclopédie, le Breton Leport, Marcel Leport. On est allé voir des charpentes contemporaines de Notre-Dame, Saint-Gilles, Saint-Leu, pour montrer aux jeunes charpentiers et architectes comment étaient réalisées les charpentes. Puis on a fait appel à des personnes comme Benjamin Mouton, architecte en chef de Notre-Dame, qui nous a fait tout l'historique de Notre-Dame, des personnes comme François Calam sur le travail de l'équarrissage à la hache. Donc on a eu tout un tas de personnes qui sont venues nourrir un petit peu et lancer un petit peu les jeunes sur le projet quand même. Voilà. En fait, l'objectif, c'était de faire de la formation, donc à la fois de leur montrer le geste, de leur montrer la manière dont on allait travailler et l'approche aussi charpente médiévale, pour qu'environ vers le mois de décembre, c'est à peu près là où on a terminé les études, ils puissent se lancer vraiment à tailler. Tel que comment dire, on avait fait une certaine limite, on va dire, au niveau des formations, au niveau de tout ça, pour créer une espèce d'harmonie globale de cette exposition. Et du mois de décembre jusqu'au mois de fin mars, donc les compagnons charpentiers ont taillé leur maquette et on les a assemblés au mois de décembre de l'année qui suivait, malheureusement, avec cette crise sanitaire. Ouais, voilà, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Exactement. Peut-être. Il nous reste 2 minutes. Aujourd'hui, la maquette est ici. Elle sera où demain ?
Est-ce qu'elle va bouger? Est-ce En que effet. vous, comment ça se passe? Alors, tout a été conçu pour travailler l'itinérance. De la même manière que nos itinérants ont voyagé, il faut qu'elle voyage. Il faut qu'elle elle aille à la rencontre des multiples personnes qui pourraient avoir une petite sensibilité et se demander qu'est-ce qui se passait, quelle approche on peut avoir autour de notre Paris maintenant qu'elle a disparu. Elle va voyager. On n'a pas encore tout à fait, le calendrier n'est pas tout à fait calé, mais elle va voyager. Elle est faite pour voyager. Elle est faite pour voyager. Prochaine étape, on sait déjà? On n'a pas de calendrier. Non, je ne la connais pas malheureusement. Et vous savez très bien qu'en ce moment, au niveau événementiel, Oui, c'est pas toujours facile à organiser. le flux n'est pas forcément, tout à fait. Vous avez le mot de la fin. Sur cette maquette, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire? Enfin, moi, ce qui me semble important de dire, au-delà de la maquette, encore une fois, c'est que tout ça, ça a pu se réaliser par une organisation, et c'est une aventure humaine, avec ses hauts et ses bas. C'était pas facile, parce que ça a été énormément de travail. Mais aujourd'hui, j'ai des frissons encore. Aujourd'hui, c'est la journée un petit peu qui clôture tout ce travail jusqu'à la limite. Nous, tout le monde a travaillé jusqu'à la limite. Comment dire? De la fatigue. La fatigue, voilà. C'était très. Et beaucoup d'émotions apparemment. Très éprouvant. Et là, vraiment, on va enfin, avec le Covid, tous vaccinés, pouvoir se donner la main et essayer de faire passer au travers de toute cette aventure, toute cette force qu'on a eue de savoir-être aussi pour faire tout ça. C'est l'humain qui a fait tout ça. C'est l'humain qui a fait tout ça. Et le plaisir. Et le plaisir. Beaucoup de plaisir, la passion, de l'humain. Moi, j'ai retenu patrimoine immatériel et patrimoine matériel. Merci, messieurs. Merci d'être venus sur le plateau de Batijournal pour nous parler donc, de cette magnifique maquette qui va se promener dans toute la France. On ne sait pas encore, mais je pense que vous ferez une communication là-dessus. Une émission à retrouver donc, sur le site de Batijournal TV, sur le site de nos partenaires, donc évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.